La force, elle t'appelle. Laisse-la t'envahir. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Nous avons transmis tout ce que nous savons. 1000 générations vivent en toi à présent. Mais c'est ton combat. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. Star Wars épisode 7, le réveil de la Force 2015. Après les nombreuses critiques sur la prélogie, les studios Disney ont peur car ils lisent tout et n'importe quoi sur le net et vont essayer de ravir le plus grand nombre de spectateurs tout en fidélisant la nouvelle future génération de fans. De là, un casse-tête se heurte au studio, comment faire pour ravir tout le monde? La mode déjà en 2015 de prendre en considération toutes les critiques sur le net et fera un effet pervers sur les studios, créant des suites de franchises calquées sur le ou les meilleurs épisodes de la franchise. Plusieurs noms me viennent en tête, alors prenons juste ce qui est sorti cette année-là. Comme par exemple, et je pense que vous aurez tout compris, nous avons eu Avenger 2, l'ère d'Ultron. Ce film n'avait pas de réelle prise de risque et nous sommes ressortis avec une impression de déjà-vu. Puis en regardant de plus près, il s'agit ni plus ni moins du même scénario. Alors, ce n'est pas le seul exemple de l'année, nous avons eu plus tard aussi Jurassic World, qui est une redite du premier film, ou en tout cas de la première trilogie, car ce sont des plans copiés-collés, perdant carrément son identité, sans oublier ses incalculables objets ou répliques fanservice qui sont éparpillés dans le film. Je terminerai aussi en 2015 par Terminator Genesis, qui lui aussi n'échappera pas à la règle et qui sera un des pires Terminator à l'époque. Voilà quelques exemples que nous avons eu cette année-là et force est de constater que Star Wars n'a malheureusement pas été épargné. Le film a un point positif car il renoue avec l'animatronique, moins d'effets numériques, plus réaliste et rien que pour ça le film je pense vieillira très bien. Il reste juste un effet qui me fait un peu saigner les yeux, ce sont les monstres qui ressemblent à de gros vers là qui capturent Finn, mais c'est pardonnable car il s'agit que d'une seule scène. Il y a aussi les acteurs qui sont mieux dirigés, mais comme ils n'ont rien à raconter, malheureusement on s'en fout un peu. Le film est du déjà vu en moins bien, même si l'introduction ne ressemble à aucun Star Wars, le reste n'est qu'une simple redite du 4e épisode, et quelques petites choses du 5. À croire que les scénaristes n'arrivent qu'à écrire une seule et même histoire. Si l'idée est de répondre, comme la prélogie avec un effet miroir de l'histoire, c'est bien évidemment raté car les enjeux de cet épisode 7 sont les mêmes que l'épisode 4 contrairement à l'épisode 1. L'objectif des producteurs est simple, conquérir la nouvelle génération et ne pas décevoir le grand nombre de fans. Mais attention, un studio qui a peur de son public ne fera jamais un bon film.
L'histoire est simple, Rey est une jeune fille, ou esclave, ouvrière vivant sur la planète Jakku, Tatooine, bricoleuse dans l'âme qui fait la connaissance par hasard de BB-8 ou R2D2. Oui, vous verrez, il y a beaucoup de hasard dans le film, sûrement grâce à la Force. Par la suite, elle tombe sur Han Solo et son fidèle acolyte, car entre-temps, Rey et Finn ont volé par hasard le Faucon Millennium qui était dans une casse. Oui, un rapport à la réplique de Luke dans l'épisode 4, il est bon pour la casse. De là, vu qu'ils ont récupéré les plans de l'étoile noire sur R2D2 qu'il faut transmettre aux rebelles, oups, désolé, encore une fois je me suis trompé. De là, vu qu'ils ont récupéré la carte où Luke se trouve sur BB-8 qu'il faut transmettre aux résistants, ensuite Rey va dans le sous-sol d'un bar, à l'image de la grotte où Luke fait face à ce vieux démon dans l'épisode 5, où elle retrouvera le sabre laser de Luke dans une malle, tout comme dans l'épisode 4, quand Ben Kenobi donne le sabre laser à Luke, comme si cela se transmettait de génération en génération, comme un témoin. Bon, comment ils l'ont récupéré le sabre 1, c'est magique, hein. Bref, les résistants prennent d'assaut Starkiller, ou l'étoile de la mort si vous préférez, mais avant un débriefing comme dans le 4, où les scénaristes se sentent obligés, à l'image de l'Indominus Rex dans Jurassic World, que Starkiller est beaucoup plus grosse et menaçante que l'ancienne. Rey se fait capturer comme Leila dans l'épisode 4, de là il faut éteindre les boucliers dans la nouvelle étoile, de là vous aurez l'un affrontement entre Kylo Ren et Han Solo, Obi-Wan et Vador, où les nombreux héros impuissants regardent la scène se produire comme Luke dans l'épisode 4. Les résistants arrivent à faire exploser Starkiller plus facilement que dans les anciens films, ajoutez aussi que Leila qui reste dans la base avec les mêmes plans que dans l'épisode 4, ce qui est assez trompeur. Le combat final de sabre laser semble lourd, un peu comme dans les anciens films, du coup c'est assez mollasson. Les personnages ne semblent pas avoir d'histoire, J.J. Abrams, le réalisateur, tente de générer du mystère sur ces personnages, ce qui est déjà une erreur en soi. Car oui, on connaît déjà leur histoire, on connaît déjà l'histoire des Skywalker, alors pourquoi créer du mystère? Créer plutôt une nouvelle histoire, comme l'univers étendu par exemple. Je veux dire, l'épisode 7 te raconte que ces événements se passent 30 ans après, et ils te disent que la chute de l'Empire et les héros de la Résistance sont déjà des légendes. Ce que l'épisode 9 annulera aussi avec l'apparition de Lando. Oui, on sait qui vous êtes. Bref, un scénario feignant, sans réelles ambitions, même si son but n'est que d'introduire les nouveaux personnages, on en ressort tout simplement blasé. Certaines choses ne sont pas expliquées, je parlais du sabre laser, mais il y a aussi R2D2 en PLS pendant tout le film, car il est déprimé que Luke soit parti. C'est juste affligeant, pourtant, il a les plans pour le retrouver, c'est avec BB-8 qui s'allumera que vers la fin, sûrement pour faire durer le film, et pour faire avancer l'histoire si je puis dire. Bref, une grosse déception cet épisode 7, malgré les effets visuels, je n'étais pas réellement impliqué, sauf pour retrouver cet univers. Cependant, on peut rattraper des choses, en tout cas, à l'époque c'était le cas, et c'est ce que je croyais. Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi 2017. Le héros du réveil de la Force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations du passé. 2015, le réveil de la Force sortait et la déception fut grande. Il s'agissait d'un début de trilogie et toutes les cartes n'étaient pas distribuées. Mais en regardant ce deuxième opus de cette trilogie, force est de constater que l'histoire ne mène nulle part. Faire table rase du passé. Voici le mot d'ordre des Derniers Jedi. On tue les anciens et on se reconcentre sur les nouveaux personnages qui n'ont malheureusement rien à raconter. Bon, commençons avec le positif. Rian Johnson va beaucoup travailler le son dans sa réalisation. Avec l'excellent film Looper, une scène marquante du film fera silence total pour évoquer la mort. Et bien dans Star Wars épisode 8, il fera de même et utilise cette technique plusieurs fois sur les personnages mis en avant dans le film. Quand Leila se fait aspirer, le son n'existe plus, cela donne une dimension forte à la scène et un déchirement total. Il est dommage de la dédramatiser par la suite, mais on va y revenir. Une autre scène, quand le personnage de Holdo passe en vitesse lumière face à un vaisseau du Premier Ordre. Là aussi c'est assez joli et poétique en termes d'image et de sens. On notera également la transition avec le pressing, plutôt malin et sympa, cela change des transitions volets. Les plans sont beaucoup plus travaillés que dans l'épisode 7, sans parler également du dernier acte qui ressort ou qui sort de son épingle du jeu. Le film passera son temps dans l'espace, vers une planète très lumineuse, afin d'accentuer le passage du côté obscur vers la lumière. La mort de Luke est aussi réfléchie avec ce soleil qui se couche pour annoncer que cette lumière s'est éteinte. Deux personnages vont sortir leur épingle du jeu. Le premier c'est Kylo Ren. On comprend pourquoi il est allé du côté obscur et affiche enfin sa place en tant que personnage torturé. Toujours en tête son meurtre de Han Solo et de son presque meurtre de sa mère, il arrive à la fois à être touchant et aussi intéressant. Adam Driver est un bon acteur et le scénariste a pris le temps de faire une bonne histoire avec son personnage. Comme quoi, c'est possible. Les dilemmes entre le bien et le mal, toujours dans la confusion, en font un vrai personnage Star
Star Wars, il faut reconnaître que sa phrase « Quittons le premier ordre et la résistance » était très tentante, on aurait tellement aimé que lui et Rey s'enfuient pour de vraies et véritables aventures. Le second personnage, c'est Luke. Là aussi, heureusement que ce personnage existe dans le film, vu la tournure de l'histoire, on comprend assez aisément pourquoi Luke veut que l'ordre Jedi finisse avec lui. Luke ayant un moment de faiblesse car il a vu le côté obscur en Ben, reste une bonne scène et bien écrite. Voilà deux personnages écrits avec des dilemmes moraux et intéressants, dommage que cela tienne que quelques minutes dans le film. Mais pourquoi Rey n'est-elle pas dans ces personnages? Eh bien, c'est parce que sa fonction est très minimaliste. En effet, la connexion avec Kylo reste tout de même une bonne chose, mais son personnage cherche encore sa place. Elle n'évolue pas en tant que Jedi, même si on lui apprend la vraie définition de la Force. Elle ne sera pas non plus entraînée puisqu'elle maîtrise déjà ses pouvoirs, et on apprend l'éventuelle origine de ses parents. Ce personnage est beaucoup trop lisse et sans histoire pour l'instant, et pourtant, on la suit déjà depuis 2 films. Ce qui ne va pas, pour commencer, c'est dès le début, les aberrations font déjà leur apparition. En effet, lors de la première scène de bataille, une attaque est lancée contre le Premier Ordre, et c'est plutôt joli à regarder. Cependant, en grattant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a 3 croiseurs interstellaires au loin qui font partie du décor, pendant que la course-poursuite se font avec les rebelles. Les croiseurs ne feront pas partie de la bataille, ils seront juste là en fond, tout simplement, dans tout le film. Pourtant, dans les autres films de la franchise, ou des séries animées, les croiseurs interstellaires sont assez rapides et peuvent pourchasser les petits vaisseaux, comme par exemple dans l'épisode 4. Il est vrai que l'utilisation de ces derniers aurait pu faire gagner la bataille assez facilement. Si on continue la course-poursuite, incroyablement longue, on reste étonné de la non-efficacité du Premier Ordre malgré ses moyens, surtout quand l'on connaît l'épisode 9. En effet, vu les ressources dont il dispose, il est incroyable de constater qu'il n'arrive même pas à pulvériser les derniers vestiges de la Nouvelle République. Autre défaut, l'incapacité des méchants à prendre de bonnes décisions stratégiques en temps de guerre, et c'est réellement problématique. Un exemple, celui du général Hux, qui est totalement incapable de donner de bons ordres. Pire encore, le film pointe du doigt, comme tel, comme le grand leader Snoke qui justifie d'avoir mis un incapable aux commandes pour nous avouer que celui-ci est beaucoup plus facilement manipulable, ce qui est totalement grotesque. En effet, même s'il est manipulable, il doit tout de même être en capacité de prendre de grandes décisions importantes, ne mettant pas en péril le Premier Ordre, comme dans l'épisode 7 avec la base Starkiller. Si vous voulez gagner une guerre, ce n'est pas vraiment avec des hommes stupides aux commandes. Dans les autres épisodes, si on prend l'exemple de l'épisode 5 par exemple, dont je pense que ça a été tiré, lorsque l'Empire traque le Faucon, leurs décisions sont sensées et raisonnées. Ici, le Premier Ordre les traque sans utiliser les ressources et n'ont aucune stratégie pour les arrêter, mis à part le fait d'attendre que les rebelles ou la résistance n'aient plus de carburant. Parlons de Finn et Rose qui doivent aller sur la planète pour récupérer un hacker dans le but d'infiltrer le Premier Ordre. Finn et Rose vont sur une planète, appelons-la Monaco, ressemblant à l'architecture tout simplement de la Cité des Nuages, pour chercher la personne qui va les aider. Cette séquence n'est là que pour meubler et ne sert malheureusement à rien dans le film. La mission échoue, ce qui aurait pu être intéressant car tout ne marche jamais comme prévu si nous sommes les héros de l'histoire. Mais embarquer une personne inconnue dans une cellule qui te soutient être un hacker né pour infiltrer le Premier Ordre, on voit tout de suite que la trahison n'est pas très loin et que le cliché est le plus total. L'inutilité de cette dernière mission va prendre pas mal de temps pour ne rien raconter. Rey commence son entraînement qu'elle n'aura finalement pas, elle a déjà tout appris dans l'épisode 7, pourtant la vie des Jedi est longue et périlleuse, je le rappelle, et l'entraînement dure normalement longtemps. Même s'il s'agit de la petite fille de Palpatine, qu'elle aura son entraînement avec Leila, il faut apprendre les pouvoirs malgré sa puissance. Luke dans l'épisode 5 galère et subit son entraînement. Les petites Jedi dans l'épisode 2 démontrent aussi que leur entraînement commence très jeune. Même Anakin a 3 films avant de devenir maître Jedi, et en plus de ça, il a même été créé par la Force, donc il aurait pu être cheaté aussi depuis le début, ce qui n'est pas le cas. Elle s'entraîne toute seule, Luke donne 2-3 conseils, mais cela va pas plus loin que ça. Rey a une connexion avec Kylo, nous y reviendrons, parce qu'il s'agit d'un point fort et non d'un souci scénaristique. Cependant, grâce à celle-ci, elle se retrouve devant Snoke, qui finit par mourir de façon inattendue. Dans l'épisode 8, aucun duel au sabre laser n'est présenté, ce qui est fort dommage, même si je reconnais le duel de fin est très intéressant. Autre faiblesse, celle des personnages de Poe Dameron et Amilyn Holdo. En effet, on assiste à une mutinerie inutile de l'histoire, car même au sein des résistants, ils ne communiquent pas entre eux. Holdo va cacher aux résistants, et on ne sait toujours pas pourquoi, le plan d'aller sur une ancienne base rebelle. Mais alors pourquoi cacher cette information aux rebelles? Peut-être les mêmes génies que les généraux du Premier Ordre. Moment malaisant du film, la scène avec Leila flottant dans l'espace, qui est pompée sur les gardiens de la galaxie du premier nom, avec la scène de Gamora dans l'espace. La scène où Leila utilise la force pour se sauver est véritablement gênante
gênante. Par une scène violente, Leia se fait aspirer dans l'espace, cela aurait pu être une scène forte, chargée d'émotions, mais nous sommes chez Disney et les princesses, elles ne meurent pas vraiment. Alors quand elles flottent dans l'espace totalement glacées, elles utilisent la force pour rejoindre le vaisseau. On se demande pourquoi elles n'utilisaient pas la force avant, sachant qu'en plus c'était une Jedi avant, maintenant on le sait avec l'épisode 9. Pour défendre les résistants ou les rebelles, après tout, elle est aussi puissante que Luke, donc ça crée une force d'incohérence aussi. Une des dernières scènes du film, avec encore le duo très oubliable de Finn et Rose, semble vraiment accentuer le génie du Premier Ordre. Je m'explique. Finn, par une scène très belle d'ailleurs, veut se tuer de façon kamikaze pour anéantir une arme du Premier Ordre. Rose sauve Finn de justesse et les deux héros se retrouvent presque face aux marcheurs du Premier Ordre. Croyez-le ou non, le Premier Ordre ne leur fera rien, même pas un coup de blaster. Un mot tout de même sur cet enfant que l'on aperçoit avant le générique qui utilise la force pour attraper son balai, symbolisant un message trop évident. Tout le monde peut devenir un Jedi et résister. C'est assez maladroit. Le symbole de la résistance semble cohérent, mais rappelez-vous ce que les anciens films ont mis en place. Tout le monde ne peut pas être un Jedi, les formations sont très strictes, Yoda en parle beaucoup dans tous les anciens films. On comprend tout de même que le message est loin d'être mauvais pour autant, les enfants auront beaucoup d'étoiles dans les yeux quand ils verront le film. Les soucis scénaristiques sont là. On aurait tellement pu avoir une belle histoire épique, sachant que le film fera plus de mise en scène que l'épisode précédent, avec de véritables intentions de réalisation. La plupart des plans sont plus précis, mais l'histoire ne se suit pas, avec son lot d'incohérences et traîne en longueur. Il s'agit de l'épisode le plus chiant et inutile de la saga. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker 2019. Voilà, maintenant que nous avons parlé des anciens films, que ce soit les spin-offs ou même les épisodes, parlons donc du nouvel opus de Star Wars épisode 9, sorti cette année. La conclusion de la saga Skywalker, de nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. Déjà, c'est le meilleur de la nostalgie, vous allez me dire, c'est pas très difficile. Mais pourquoi c'est le meilleur? Tout simplement déjà par sa réalisation beaucoup plus rythmée, mais aussi parce qu'il propose enfin une histoire. Alors certes, elle est pas géniale, elle est loin d'être cohérente, elle est surtout à base de comme par hasard, ou ta gueule c'est magique, mais cela ressemble déjà un peu plus à du Star Wars. Mais comme les deux premiers ont eu leur lot d'incohérences, et aussi celui-ci, on ne pouvait malheureusement pas s'attendre à quoi que ce soit de bon. L'Empereur est de retour, et il fallait bien relancer l'intérêt pour cette saga qui semble morte pour les fans. La vérité, j'y suis allé pour savoir mais qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter. Après 2 films, il est temps de faire le point. Rey, on ne sait toujours pas qui elle est et ce qu'elle veut. D'ailleurs, ça reste problématique au point que, en tant que spectateur, nous sommes en désintérêt total pour le personnage. Kylo Ren est devenu le leader suprême. On ne sait toujours pas non plus ce qu'il veut, mis à part ramener Rey de son côté. Luke est mort à cause de... en fait, on imagine que c'est la projection qui aurait eu raison de lui. Enfin, c'est pas vraiment expliqué. Le fait est qu'il est mort. La résistance n'a plus d'hommes et le Premier Ordre est toujours à la tête du pouvoir. Enfin, on imagine, puisque pareil, on n'a pas de contexte. Rian Johnson a tué le méchant principal de l'histoire afin d'être surprenant. Du coup, ils font revenir l'empereur en nous faisant croire en plus que c'est le plan depuis le début. Premier problème, après avoir occulté l'absence totale de politique dans le film, c'est tout de même avoir un contexte dans son récit. Et même si on ne veut pas s'y attarder, on peut au moins l'évoquer. Nous sommes toujours sans contexte et les éléments arrivent tout droit sortis d'un chapeau. Nous avons beaucoup de ta gueule c'est magique, je l'ai déjà dit, et si ça se trouve, il en comptant bien, il y en a autant que dans Avenger Endgame. Alors le film va extrêmement vite, je vous apprends rien. J. Abrams aime l'urgence dans ses films, sauf que là, on est proche du gavage. Honnêtement, contrairement au 8, on s'ennuie pas, mais on est vite gavé par le trop à l'écran. Trop de jump cut, où on peut même pas apprécier la créativité qui fait son grand retour depuis Rogue One. On commence avec l'Empereur, qui semble être alimenté par une étrange technologie. Visiblement, on a récupéré son cadavre bien mal en point. Son design est plutôt cool et réussi, et on se dit pourquoi pas. Le but étant de tuer Rey, bien évidemment, et Kylo se met en tête de la pourchasser. L'Empereur cherche sur les différentes planètes une grande armée pour ses nouveaux croiseurs interstellaires. Autant les clones étaient assez réalistes dans la prélogie, ici, on y croit à peine. Même si la galaxie est grande, vu les nombreux vaisseaux, ça paraît tout de même difficile à remplir. De l'autre côté, Rey s'entraîne enfin pour devenir une Jedi. Entraînée par Leia, alors du coup pourquoi aller voir Luke dans le 8 si Leia pouvait déjà la former? Encore une fois, je me pose la question. Bref, continuons. Les discussions de Finn et Poe et même de Rey semblent assez vides, avec des discussions sur le Faucon qui sont là pour accentuer leur relation de nos 3 personnages. La Résistance apprend par un message de Palpatine qu'il est de retour, et tout le monde s'interroge, mais
comment est-ce possible? Et là, notre Hobbit préféré nous indique qu'il s'agit d'une science occulte, un clonage, un secret connu des seuls Sith. Bon, je pourrais détailler ce qui ne va pas dans cette même et unique phrase, tout simplement déjà d'où tu connais ça, et si c'est un secret, comment tu le sais? Est-ce que tu es un Sith? Encore une fois, ça sort du chapeau, des éléments tellement what the fuck, on nous fait croire que c'était prévu depuis le début avec la plus grande flotte jamais construite qui peut maintenant détruire des planètes. Bon, le but est de trouver la planète Sith où se cache Palpatine, mais pour cela, il faut un artefact. Rey et ses amis se rendent sur une planète où une fête a lieu tous les 42 ans. Tiens, donc, pile poil après la sortie de l'épisode 7, hommage. Rey reçoit un collier d'une enfant, histoire de symboliser Rey comme un exemple pour cette nouvelle génération d'enfants qu'elle inspirera par la suite. En tout cas, c'est ce que Kathleen Kennedy souhaite, car vous le verrez dans le film, les idées progressistes de Kathleen Kennedy seront légion. En effet, Kylo essaie de soumettre Rey de son côté, en vérité ce sera Kylo qui s'y soumettra, de même que l'empereur souhaitera changer de corps en la personne de Rey pour la posséder. Vous avez également aucune romance puisque la femme ne doit pas être charmée d'un homme, car c'est comme si elle était soumise, d'où le regard de Poe et de son ex à la fin du film quand elle refuse ses avances. Et bien évidemment le bisou lesbien pour un clin d'œil aux communautés LGBT. Tout comme X-Men, ce côté progressiste dans Star Wars n'a rien à faire là. Ça reste presque transparent, mais comme c'est maladroit dans le film, je me tenais à vous en faire part, sachant que ce sont des idées de producteurs pour vendre Star Wars aux différentes communautés de façon hypocrite en étant anti-patriarcal. Rey porte le collier de l'enfant et a une connexion avec Kylo. Là où c'était subtil dans l'épisode 8, Kylo arrive à récupérer le collier par la connexion. Encore une fois, ta gueule, c'est magique. Plus de règles avec la Force. Du coup, pourquoi ce n'est pas mis en œuvre avant ou encore avec l'Ancienne République ou la trilogie originale? Bref, ça permet à Kylo de retrouver et de traquer les personnages. Bon, ils croisent par hasard, décidément, JJ et personnages ont vraiment du bol, de trouver Lando sur cette planète, qui leur explique l'emplacement d'un vaisseau qui aurait eu des informations sur la relique qui permettrait de trouver la planète Sith. Vraiment incroyable. Les personnages sont traqués par le Premier Ordre, grosse course-poursuite, plutôt bien faite, rappelant même la course de potes de l'épisode 1, mais malheureusement, ou heureusement, ils tombent dans du sable mouvant. Et devinez quoi? Comme par hasard, ils seront dans une grotte où se trouve le poignard qui donne des indices où se trouvait l'orienteur Sith. Ben dis donc, la vie est bien faite, hein. Ils tombent nez à nez avec un serpent malade et Rey, grâce à la Force, va le guérir. Ok, pourquoi pas, mais du coup ça va sûrement nous aider pour la suite du film, hein. Car quoi qu'on en dise, cet épisode 9 est malheureusement attendu. Du coup le serpent se barre une fois guéri, ce qui permet aux joueurs d'accéder au prochain niveau, tel un jeu vidéo. Première apparition des Chevaliers de Ren qui ne servent à rien dans le film. Une scène intéressante, c'est la scène du vaisseau que maintient Rey avec la Force. Ici on nous présente justement quelque chose de cohérent. Après tout, Luke et Yoda pouvaient le faire et pouvaient faire voler des vaisseaux. Donc les retenir comme le fait Rey, j'accepte volontiers. Et enfin, il faut dire que c'est une scène classe et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu dans Star Wars. Vu dans le pouvoir de la Force également avec l'apprenti de Vador, cet élément donne toujours des plans classieux. Mais cette scène va plus loin, montrant Kylo et Rey se disputant le vaisseau. Le bien contre le mal. Mais dans l'événement, elle balancera des éclairs où le doute se dévoile enfin sur ses origines. Elle fait exploser le vaisseau pensant avoir tué Chewbacca. Plutôt stylé et intéressant, nous avons enfin un dilemme moral pour Rey. Elle devient intéressante après 2 films et 40 minutes d'épisode 9. Je sais, ça fait un peu tard. Continuons le film, nous avons Chewbacca finalement vivant car il y avait 2 transporteurs de prisonniers et avait la fameuse dague. Seuls C-3PO avaient retenu l'inscription Sith, cependant c'est une langue interdite et doit être piratée pour obtenir le message caché. Alors ce passage ne sert à rien, uniquement pour voir l'ex de Poe sur une planète et nous exposer que le Premier Ordre recrute une armée. Car si on pirate C-3PO, il perd la mémoire, comme dans l'épisode 3. Sauf que R2-D2 a stocké sa mémoire, donc on s'en fout. C'est juste pour gagner du temps dans le film. Sauf que les facilités ne s'arrêtent pas là, elles sont encore légion. L'ex de Poe va indiquer que son but est de quitter cette planète. Elle a en sa possession un médaillon du Premier Ordre. Tiens, ça va pas non plus nous aider pour la suite du film, vu que Chewie est retenu prisonnier, hein. Bon, après, elle a le médaillon, donc rien ne l'empêche de quitter la planète depuis un bon moment, mais bon, allez savoir pourquoi, ça va nous aider, continuons. Bref, ça permet à nos héros d'avoir l'information que le tracker est dans les ruines de l'Étoile Noire 2, par la force de Rey, elle sent que Chewie est toujours vivant, du coup, l'ex de Poe, qui ne pouvait plus, des pleurs, des cris sur sa planète au point de vouloir partir, donne de façon, mais vraiment très gentille, hein, pour le coup, le fameux
fameux médaillon. Comme c'est pratique, dis donc. Vous noterez que le vaisseau mère, il y a déjà le Faucon Millennium, ce qui peut donner un indice sur comment s'échapper. La confrontation par Skype avec Kylo, plutôt sympa, mélange des décors, c'est toujours intéressant. Toujours classe, même si possibilité d'obtenir des objets me fait encore grincer des dents. On y apprend que Rey est la petite fille de Palpatine. Pour les révélations, on s'en fout tellement que la volonté de faire un bon cliffhanger tombe à l'eau. On imagine très mal Palpatine avoir des enfants, même si cela reste de l'ordre du possible. Ça reste tiré par les cheveux, désolé. Ensuite, nous voilà sur la planète Andorre avec la dague qui permet de trouver l'orienteur. La dague qui, j'espère, a été fabriquée une fois les ruines installées, car sinon c'est incohérent. Ça fonctionne dans les Goonies, mais ici, voilà, on reste sceptique. La dague semble ancienne, même plus ancienne que l'étoile noire, qui, je rappelle, est un vaisseau qui bouge. Cela permet de trouver l'orienteur, et enfin un combat physique entre Kylo et Rey a lieu. Entre-temps, Finn découvre qu'il n'était pas le seul Stormtroopers à avoir quitté le Premier Ordre, et qu'il avait une affiliation avec la Force, ce que Finn essaiera de dire à Rey tout au long du film. Plutôt intéressant, ce qui donne aussi un peu d'avenir sur ce que Rey devra entreprendre avec un nouvel ordre Jedi. Bref, Rey et Kylo se battent, le combat est sympa, mais il y a quand même un mais. Leila qui a tenté la même chose que Luke en se connectant à Kylo, c'est un peu quelque part une redite, mais bon, je sais pas, ça fonctionne pas. Déjà, Luke c'était un peu du gros n'importe quoi. Si on comprend qu'il s'agit de ses dernières forces, c'est un peu étonnant, surtout quand on sait que Kylo et Rey ne meurent pas à chaque fois qu'ils se font un Skype. Cependant, la symbolique est forte, si on accepte cette incohérence, ou cette facilité si vous préférez. Kylo bat Rey, mais Leila redonnera l'avantage à Rey qui tuera Kylo d'un coup de sabre laser. Bon, grâce à la force, elle le guérira, dommage pour Obi-Wan dans l'épisode 1, il aurait pu mieux apprendre, je sais pas. Mais la transition est plutôt pas mal, j'en conviens, on sent qu'il y a des idées dans ce film, ce qui est encore plus frustrant. Cela permet de voir le basculement vers le côté lumineux de Ben grâce à son père qui lui pardonne, ce qui est plutôt bien amené avec un écho de l'épisode 7. D'ailleurs, je pense que nous avons eu même un frisson voyant Chewie pleurer Leia. Rey retourne sur la planète de Luke en jetant son sabre laser, ce que le fantôme rattrapera. Ce qui veut dire que les fantômes peuvent interagir et se battre, ce qu'ils ne feront jamais. Bon, ça permet de mettre un doigt supplémentaire au réalisateur précédent du fait qu'une arme de Jedi mérite plus de respect. Luke informe que Leila était une Jedi et récupère son sabre. Cela permet de montrer aussi un nouveau message progressiste concernant Leila qui était plus forte que Luke. Sauf que là aussi, c'est une incohérence totale. Si Leila est plus forte que Luke, pourquoi ce pataquès dans le 7 et le 8 alors qu'elle aurait pu mieux former que Luke? Donc la fin est la même que l'épisode 6. On affronte l'empereur avec en fond une bataille spatiale, le méchant dévoile son plan, façon très cliché, on a les mêmes répliques pour l'empereur, ce qui fait vraiment redite. Mais avec Kylo revenir à la lumière, on est sur quelque chose de plutôt intéressant avec la dyade qui permet au moins un peu de changement. Même si les combats paraissent parfois débiles, on n'attaque que le sabre et pas les points faibles, le dyade permet une revitalité de l'empereur et la fin ressemble comme deux gouttes d'eau à la fin d'Avenger Endgame. Vous remplacez par le I am Iron Man par le je suis une Jedi et vous aurez tout compris. Bon, ça fonctionne dans Avenger, mais ici Palpatine qui jette des éclairs ultra puissants, détruisant carrément une flotte entière, et sur Rey, il galère de fou. Bon, ça encore je peux l'accepter, mais le fait que Rey renvoie ses éclairs, mais pourquoi il s'arrête pas? Il se tue lui-même en vérité. Kylo donne sa vie pour Rey qui, une fois a tué Palpatine, est morte, il disparaît en même temps que le corps de sa mère, là aussi pourquoi pas, on est sur l'équilibre qu'on nous a tant compté. Le symbolisme aussi de cette mère qui ne veut pas quitter ce monde sans lui est assez fort. Bref, en tuant les méchants, les résistants gagnent la guerre, Rey se rend sur Tatooine en enterrant les sabres laser de Luke et Leila. En créant son sabre, elle va raconter sa propre histoire tout en conservant le nom de Skywalker. Cette idée est symbolisée par la fabrication de son propre sabre laser comme Luke dans l'épisode 6. En résumé, cette nostalgie n'a pas été écrite correctement, suivie d'une guéguerre entre deux réalisateurs qui n'avaient pas du tout la même vision, une productrice qui imposa un progressisme hypocrite qui n'a rien à faire dans Star Wars et une redite de l'histoire originale sans saveur. Vivre dans le passé empêche d'avancer. C'est exactement ça. Et malheureusement, Disney n'a pas fait avancer Star Wars. Ils ont fait du surplace. Et pour les nouvelles choses inventées, elles proviennent de l'univers étendu qu'ils ont décanonisé car ils le jugeaient incohérent, ce qui n'est pas faux en soi, mais en repiochant ici et là, ils créaient aussi leur propre incohérence. L'avantage, c'est que c'est enfin terminé, que
que Disney va pouvoir passer à autre chose. Et même pour Star Wars épisode 9, c'est nul, c'est moins nul que prévu, mais ça reste nul. Mais posons-nous une minute, il ne s'agit que de 3 films, et après tout, qui peuvent très bien être enlevés de l'univers. Pour ma part, Disney a réussi à forger 2 bons spin-offs, même s'ils peuvent aussi s'enlever, et une trilogie avec des idées sympas, mais sans histoire et sans contenu valable. Mais à la fin de ces séances, j'y voyais beaucoup d'enfants émerveillés par ce qu'ils ont vu, émerveillés devant leur nouveau héros, et en regardant cela, je me suis posé une question. Star Wars est-il générationnel? Peut-être que avec nos yeux d'adultes, nous, ça nous trouble directement, et que les choses merveilleuses qu'ont vu ces enfants nous seront comptées par la suite, même si je considère l'histoire comme centrale et importante. Peut-être que ces enfants y voient autre chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.